Alors encore une fois, à partir du moment où on a pu prouver la pertinence de ce projet chinois, donc l'existence d'un marché, l'existence de clients potentiels prêts à payer ce prix, etc., la première étape dans la création d'une entité légale de type WOFI ou capitaux à 100% étrangers sera de trouver une adresse en Chine. Donc il va d'abord falloir pouvoir louer un bureau ou bien une usine en Chine. Cette adresse va être très importante car elle va être enregistrée et donc liée avec votre entité légale chinoise. Donc une fois que vous avez pu trouver votre adresse, on va passer à l'étape 2, à laquelle vous auriez idéalement déjà réfléchi un peu, qui sera la création, ou en tout cas, qui sera votre nom chinois. Comment sera votre nom chinois? Donc il va vous falloir avoir un nom chinois, bien sûr, en caractère chinois, ainsi qu'un nom qui va être en alphabet latin, même si ce dernier n'aura aucune valeur légale ou juridique. Donc le seul nom qui va vraiment compter sera votre nom chinois. C'est un processus qui peut sembler anodin, mais en fait qui peut prendre pas mal de temps, dans la mesure où souvent les investisseurs aiment quand même aussi avoir un nom en caractère chinois qui représente un peu leur identité, ou en tout cas qui soit phonétiquement proche de la façon dont leur nom se prononce. Et donc la difficulté vient du fait que, mettons que vous ayez un nom à 4 caractères, si 2 caractères sont déjà pris par une entité chinoise, ça peut faire capoter votre demande de nom. Donc ça peut sembler anodin, mais finalement on voit souvent des cas où les gens perdent beaucoup de temps. Et c'est du temps qui peut être précieux lorsque le client est sous pression, parce qu'après derrière il y a déjà un client qui demande quelque chose, etc. Donc voilà, deuxième chose. Troisièmement, il va donc falloir pouvoir définir le business scope, encore une fois. Qu'est-ce que votre société va pouvoir faire en Chine et donc par définition qu'est-ce qu'elle ne pourra pas faire. Donc encore une fois, si vous souhaitez établir, mettons, une société à capitaux 100% étrangers de trading, il va falloir que vous puissiez expliquer que vous allez faire de l'import-export, que vous allez pouvoir acheter ce type de produit, revendre ce type de produit, que vous allez avoir besoin d'un hangar et d'endroits pour pouvoir stocker vos biens, etc. Donc ceci est défini dans le business scope. Ensuite, l'étape suivante va être de pouvoir définir quel va être le capital enregistré pour cette société et l'investissement total. Donc c'est un point qui finalement en cumule deux. Le premier, le capital enregistré sera le capital de départ qui va vous permettre d'opérer en Chine. Donc mettons que vous souhaitiez avoir 200 000 $, il faut que ça puisse couvrir pendant, en théorie, 6 mois, 1 an, le coût des loyers, le coût du salaire de vos staffs, ainsi que le coût, si besoin est, d'achat, mettons, de matières premières ou l'achat tout simplement même des produits que vous pouvez peut-être déjà produire au Canada pour les revendre en Chine. Alors, donc mettons encore une fois donc, que ce capital soit de 200 000 $ canadiens. Donc ensuite, il va nous falloir définir quel sera donc le montant du capital enregistré au sein de la société. Alors, ce cash va permettre de subvenir aux besoins quotidiens de la société, que ce soit en termes de loyer, en termes de payer le salaire des employés, ou bien encore une fois pour acheter les biens qui seront par la suite vendus aux clients chinois. Alors maintenant, mettons que ce montant soit de 100 000 $ canadiens. Ce montant va vous permettre de calculer quel va être l'investissement total que vous allez devoir communiquer à l'administration chinoise. Et la formule est assez simple. En fait, l'investissement total est égal à 70% du capital enregistré. Donc, encore une fois, mettons que votre capital enregistré soit de 100 000 $ canadiens. L'investissement total sera donc à peu près de 130 000 $ canadiens. Alors maintenant, le delta entre le capital enregistré et l'investissement total, donc cette différence de, mettons, à peu près 30 000 $ canadiens, est en fait la quantité d'argent que la société mère peut prêter à la WOFI que vous voulez établir en Chine. Donc c'est pour ça que c'est aussi des fois intéressant de bien jauger quel va être votre investissement total afin de pouvoir peut-être subvenir par le biais de prêts, si nécessaire, à la vie de votre structure ici en Chine. Alors une fois que vous avez pu maintenant établir quel serait donc ce capital enregistré et investissement total pour votre société chinoise, vous allez devoir aussi réfléchir à comment organiser, d'un point de vue structurel, le management de votre affaire en Chine. Donc pour cela, il y aura 4 positions clés que vous allez devoir pourvoir. La première sera qui va être le directeur exécutif. Alors ça peut être soit une personne seule ou bien possible aussi un comité de direction. Donc ça c'est un choix que chaque société doit faire. Donc soit décider d'avoir une seule personne ou bien plusieurs en fonction de peut-être la façon dont la société mère fonctionne au Canada. Ensuite, il va falloir pouvoir définir qui va être le représentant légal. Alors le représentant légal aura beaucoup de pouvoir, comme son nom l'indique, et donc il pourra effectivement choisir qui va être le general manager, il aura
accès au compte en banque de la société, il pourra embaucher les gens, etc. Donc c'est une société c'est une position qui est très forte au sein de la société et qui doit donc être donnée à quelqu'un de confiance, et aussi qui ne devrait pas changer dans le cours de la création de la société. Parce qu'on a déjà vu ce cas de figure plusieurs fois, où finalement une société est en cours de création en Chine, puis la personne qui avait été désignée comme représentant légal pour une raison X ou Y part de la société. Et là, ça peut créer un gros problème parce qu'il faut donc reprendre tout le processus de départ, parce que le nom du représentant légal va apparaître sur tous les certificats et tous les documents de la société. Donc encore une fois, c'est une position très importante. Ensuite, qui sera le general manager, donc le dirigeant sur le terrain? La plupart du temps, les sociétés vont choisir une personne locale, dans la mesure où il faut quelqu'un qui soit basé en Chine, parce que cette personne aussi devra signer des documents en représentant donc la société, etc. Donc c'est plus commode si c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Par contre, pour en revenir au directeur exécutif ou au représentant légal, ces deux derniers n'ont pas à être en Chine. Ils pourraient très bien être au Canada ou dans n'importe quel autre pays du monde, sans même se rendre en Chine. Le représentant légal devra se rendre une fois ou deux en Chine à l'ouverture du compte en banque pour montrer bien sûr que c'est une vraie personne et donc que son passeport va être aussi associé au compte en banque. Donc voilà. Et la quatrième position importante à prendre en compte, c'est ce qui s'appelle le superviseur. Le superviseur a plus une fonction financière et il a aussi la capacité d'appeler à des réunions du comité exécutif de direction. Voilà. Donc c'est vraiment les quatre positions auxquelles il faut porter attention. Donc le business scope ou le champ d'activité opérationnel de la société peut être changé, mais c'est quelque chose qui va être difficile et surtout très chronophage. Ça peut facilement prendre 6 mois pour changer le business scope d'une société. Encore une fois, prenons un exemple. Si vous êtes une société de trading qui vend des meubles en Chine, et si demain maintenant vous souhaitez vendre des téléviseurs, vous allez effectivement devoir complètement changer votre business scope, parce que précédemment, par définition, vous n'auriez pas déjà expliqué que vous souhaiteriez aussi faire du trading de téléviseurs. Donc ça pourra se faire, mais ça va prendre du temps, et en théorie à peu près 6 mois. Encore une fois, du fait des nouvelles licences et certificats que nous allons devoir mettre à jour pour la société. Par contre, si vous êtes une société, mettons, de trading, et que demain vous souhaitez pouvoir produire en Chine, alors vous ne pourrez pas tout simplement upgrader votre société. Vous allez devoir par contre, là, créer une nouvelle société de production. Ce qui, encore une fois, peut justifier donc la présence dans différentes provinces ou dans différentes villes en Chine, pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, de coûts de main-d'œuvre, d'accès à des matières premières et donc optimiser la logistique et le transport des matières dont vous allez avoir besoin. Alors il peut y avoir plusieurs réponses évidemment à cette question. La première peut être due encore une fois à la nature du marché, tout simplement. Peut-être qu'il était plus pertinent dans un premier temps de s'implanter à Hong Kong avant de venir en Chine. Mais typiquement, une raison qui est très commune est le fait qu'avoir une holding à Hong Kong ou une société à Hong Kong avant de pénétrer le marché chinois va faciliter le processus de création d'une société, parce que vous allez pouvoir notariser des documents à Hong Kong qui seront valables en Chine, et donc au final la création de la société sera plus brève, plus rapide si vous avez déjà une société hongkongaise qui va être donc la compagnie mère de votre future société chinoise. Ensuite, il y a aussi des raisons légales et juridiques qui font qu'une société hongkongaise, disons, qui va être entre votre maison mère canadienne et entre la société chinoise que vous allez concevoir, va agir un peu comme un tampon. Si, mettons, il devait y avoir un conflit au niveau chinois, à ce moment-là, vous allez pouvoir plus facilement faire en sorte que le conflit soit réglé au niveau hongkongais, parce qu'encore une fois, le système juridique hongkongais est quand même plus avantageux ou plus juste que si vous aviez un conflit en Chine. Dans un conflit chinois, il n'est pas toujours facile pour un investisseur étranger de sortir gagnant s'il devait aller au tribunal. Un système hongkongais est quand même un système auquel les Canadiens ou les Occidentaux sont plus habitués, et aussi qui est accessible en anglais, alors qu'en Chine ce ne sera pas possible. Et donc c'est une raison très importante. La troisième raison, qui n'est pas moindre aussi,
Et le fait que si vous avez une société donc déjà à Hong Kong et en Chine, lorsque la société chinoise souhaitera envoyer ses profits à la maison mère hongkongaise dans ce cas-ci, alors ces profits seront moins taxés que s'ils allaient directement au Canada. Donc il y a la withholding tax, donc la taxe de rétention entre la Chine continentale et Hong Kong, est uniquement de 5%, alors qu'avec la plupart des pays du reste du monde, elle est de 10%. Donc c'est aussi un avantage supplémentaire. Et en addition à tout cela, le fait que les profits générés hors de Hong Kong ne sont pas taxés à Hong Kong. Ce qui veut dire que votre société chinoise a rapatrié ses profits à Hong Kong, déjà à un taux moindre, et qu'une fois qu'ils seront à Hong Kong, ils ne seront pas taxés par l'administration hongkongaise. Donc c'est une raison supplémentaire qui pousse beaucoup de compagnies à réfléchir à cette option avant de se lancer en Chine.